Tu exagères, il a dit sans lever la voix, presque avec lassitude, comme si ce que je ressentais n'était qu'un caprice tardif, une sensibilité déplacée, une fatigue de trop. Nous étions encore entourés des restes de Noël. Le sapin perdait ses aiguilles, les rubans pendaient, fatigués eux aussi. Et cette phrase, dite au milieu de ce décor, a tout figé. Je les regardais. Longtemps, j'ai cherché dans ses yeux un signe d'hésitation, une nuance, un doute. Il n'y avait rien. Seulement cette certitude tranquille de celui qui pense avoir raison parce qu'il a toujours parlé plus fort que moi, même quand il parlait doucement. Tu dramatises. Ce n'est pas si grave. À ton âge, il faut savoir lâcher prise. Les phrases se succédaient, lisses, parfaitement rodées. Elles avaient été répétées tant de fois que elles avaient fini par devenir des évidences. Et moi, au milieu, je me sentais rétrécir, pas écrasée, réduite, comme si mon ressenti n'était plus qu'une anomalie à corriger. Je me suis levée pour débarrasser la table. Geste automatique, réflexe ancien. Faire quelque chose de mes mains pour éviter de parler, pour éviter de déranger. Mais ce jour-là, même ce geste m'a semblé de trop. Pourquoi fallait-il toujours que je m'efface pour que la conversation continue? Il m'a suivi du regard, agacé. Tu vois, tu fuis toujours quand on essaye de discuter. Je n'ai pas répondu, j'ai posé les assiettes dans l'évier, j'ai regardé l'eau couler. Et dans ce bruit continu, j'ai senti monter quelque chose de nouveau, pas de la colère, une clarté brutale. Celle qui vous traverse quand vous comprenez que l'autre ne vous écoute pas, qu'il vous classe. Je me suis retournée. C'est pas une discussion quand tu décides à ma place ce qui est exagéré ou non. Il a haussé les épaules. Franchement, tu devrais arrêter de te faire des idées. Cette phrase-là a été la dernière, pas parce qu'elle était plus dure que les autres, mais parce qu'elle résumait tout. Elle me retirait le droit même de nommer ce que je vivais. Elle m'expliquait que le problème, ce n'était pas ce qui avait été fait, mais ma réaction. Autour de nous, la maison semblait écouter, les murs, les meubles, les photos de famille, tout ce que j'avais contribué à construire, et soudain, j'ai compris que cette maison n'était plus un refuge. Elle était devenue un lieu où l'on me demandait de douter de moi-même. Je me suis assise, lentement. Tu sais ce qui est grave? Et je dis, ce n'est pas que tu ne sois pas d'accord avec moi. C'est que tu refuses même d'envisager que je puisse avoir raison. Il a soupiré. Ce soupir que je connaissais par cœur, celui qui signifie « on va encore y passer du temps, on n'en sortira jamais si tu continues comme ça ». C'est à cet instant précis que j'ai cessé d'espérer une reconnaissance. Quelque chose s'est déplacé en moi. Je n'étais plus dans l'attente. J'étais dans l'observation. J'entendais ces mots comme des indices. Je voyais ces gestes comme des confirmations. Ce qu'il appelait exagération, c'était ma résistance. Ce qu'il appelait dramatisation, c'était ma lucidité. Je n'ai pu chercher à convaincre. J'ai commencé à écouter autrement, à noter, à dater, à relier les événements, les décisions prises sans moi, les papiers signés trop vite, les phrases dites pour clore la discussion. Tout formait désormais une ligne claire. Après Noël, la vérité n'est pas sortie dans un éclat, elle s'est imposée par accumulation. Et ce jour-là, au milieu des restes de fête, j'ai compris que je ne pourrais plus régler cela seul. Dans le cadre étroit de la famille, ce n'était plus une question d'opinion. Ce n'était plus une question de ressenti, c'était une question de droit. Il m'avait dit « tu exagères ». Je n'avais pas encore répondu, mais quelque part déjà une autre voix se préparait à parler. Une voix qui ne discute pas. Une voix qui tranche. Et après Noël, le juge, lui, n'allait pas être d'accord. Avant que les mots « tu exagères » ne deviennent une sentence, il y a eu toute une vie où je n'exagérais jamais rien. Une vie faite de constance, de patience, de renoncement discret. Une vie où j'avais appris très tôt que pour que tout tienne, il fallait parfois que quelqu'un s'efface. Et ce quelqu'un, c'était presque toujours moi. J'ai rencontré mon mari jeune, pas dans un éclat romanesque, mais dans une période où l'on cherche surtout de la stabilité. Nous avions des projets simples, une maison, des enfants, une vie sans heurts. Je croyais alors que la solidité venait de la capacité à encaisser sans bruit. Je n'avais pas encore compris que cette capacité pouvait se retourner contre moi. Les premières années ont été laborieuses, mais sincères. J'ai travaillé, tenu la maison, organisé le quotidien. J'aimais cette impression d'utilité. Être celle qui anticipe, qui arrange, qui répare avant que le conflit n'apparaisse. Cela me donnait une place claire, rassurante. J'étais le socle. Quand les enfants sont arrivés, j'ai donné sans compter. Mes journées, mes nuits, mes ambitions mises entre parenthèses, je le faisais sans amertume. Je pensais qu'il y aurait toujours un moment pour moi, plus tard. Plus tard est devenu une habitude, puis une promesse silencieuse que je ne réclamais plus. Mon mari s'est reposé sur cette organisation.
pas par méchanceté mais par confort. Il savait que je tiendrais, que je comprendrais, que je relativiserais. Cette confiance, je l'ai longtemps prise pour de l'estime. Je vois aujourd'hui qu'elle s'est transformée avec le temps, en certitude que je ne dirai jamais non. Je me suis habituée à arrondir les angles, à reformuler mes inquiétudes pour qu'elles paraissent moins graves, à minimiser ce qui me dérangeait pour ne pas créer de tension. Mes phrases commençaient par « ce n'est pas grave », même quand ça l'était. Je n'étais pas malheureuse. J'étais installée dans une forme de normalité tranquille. Mais cette tranquillité avait un prix. Je n'étais plus vraiment entendue. Mes intuitions s'étaient accueillies avec indulgence, mes alertes avec amusement. On m'y trouvait sensible, anxieuse, trop attentive aux détails. Je me souviens de discussions où l'on décidait vite, sans me consulter vraiment. J'étais présente, mais pas intégrée. J'acceptais, convaincue que ce n'était pas important, que l'essentiel restait intact. J'ignorais que l'essentiel se fragilisait précisément là. Avec les années, j'ai senti un glissement. Ce que je disais était de plus en plus souvent relativisé. Tu te fais des idées. Tu vois toujours le problème. Ces phrases dites sans agressivité ont commencé à redessiner la réalité. La mienne devenait suspecte. Je me suis tue davantage. Par fatigue, par loyauté, par cette peur sourde d'être perçue comme celle qui complique tout. Je croyais protéger la famille. En réalité, je préparais le terrain à ce qui ou qui viendrait plus tard. La négation pure et simple de ce que je vivais. La vie d'avant n'était pas une illusion, elle était faite de moments vrais, de rires, de souvenirs. Mais elle reposait sur un déséquilibre que je refusais de voir. J'avais confondu l'amour avec l'effacement, la stabilité avec le silence. Quand je repense à cette époque, je ne me juge pas. Je comprends. J'ai fait avec ce que je savais alors. Mais je vois aussi clairement que ce passé expliquait parfaitement le présent. Quand quelqu'un s'habitue à ne pas être contredit, il finit par croire que l'autre n'a jamais raison. C'est pour cela que le jour où il m'a dit « tu exagères », cette phrase a résonné si fort. Elle ne venait pas de nulle part. Elle était l'aboutissement logique de toutes ces années où j'avais appris à ne pas insister. La vie d'avant m'a construite, mais elle m'a aussi rendue vulnérable à une chose précise, le déni de ma propre parole. Et c'est seulement après Noël, quand ce déni est devenu trop évident pour être ignoré, que j'ai compris qu'il ne s'agissait plus de souvenirs ni de sentiments. Il s'agissait désormais de vérité. Les premiers signes n'ont jamais été violents. Ils étaient trop discrets pour alerter, trop quotidiens pour être dénoncés. C'est cela qui les rendait efficaces. On ne se défend pas contre ce qui ressemble à de la banalité. Au début, il y a eu ces phrases dites en passant. Tu vois toujours le pire. Tout réfléchit trop. Elles étaient accompagnées d'un sourire, parfois d'un soupir amusé. On ne me contredisait pas frontalement. On me corrigeait, comme on corrige un enfant, un peu trop inquiet. Puis sont venus les silences, ceux qui tombent après une question que l'on préfère ne pas entendre. Je demandais pourquoi une décision avait été prise si vite, pourquoi je n'avais pas été consultée. On changeait de sujet, on me répondait plus tard. Ce plus tard n'arrivait jamais. Et quand je revenais à la chasse, on me regardait comme si j'insistais pour rien. Je me souviens d'un dîner précis. J'avais préparé le repas comme souvent. La conversation a glissé vers un projet important. J'ai donné mon avis, calmement. Mon mari a souri puis a dit « Tu exagères, ce n'est pas si compliqué ». Les autres ont ri doucement. Pas de moi directement. De ce que je représentais, une inquiétude inutile. Ce rire à l'âme a figé. Pas parce qu'il était méchant, mais parce qu'il me plaçait hors du cercle. J'étais présente, mais mon regard sur la situation était disqualifié. J'ai cessé de parler, personne ne l'a remarqué. Les fêtes familiales sont devenues un terrain glissant. Je faisais attention à mes mots, à mon ton, à mes expressions. Je savais désormais que la moindre remarque pouvait être retournée contre moi. Tu vois, tu dramatises encore. Alors je me taisais, et ce silence était interprété comme une approbation. Peu à peu, on a commencé à décider sans moi. On m'informait après coup, parfois avec gentillesse. On n'a pas voulu t'inquiéter. Cette phrase revenait souvent, elle sonnait comme une protection. Elle était en réalité une mise à l'écart. On décidait à ma place, sous prétexte de me préserver. Ma belle-fille, elle maîtrisait parfaitement cet art, toujours polie, toujours calme. Elle ne m'affrontait jamais. Elle parlait pour moi, elle expliquait ce que je ressentais, ce que je voulais, ce qui était mieux pour moi. Et si je contredisais, elle souriait. Tu vois, tu te fatigues pour rien. Mon mari ne disait rien, ou plutôt il disait peu, il laissait faire, son silence validait tout. J'ai longtemps cherché une explication rassurante. La fatigue, le stress, la volonté d'éviter les conflits. J'ai compris plus tard que ce silence-là était un choix confortable. Il y avait aussi cette alternance étrange. On me demandait beaucoup quand il s'agissait d'aider,
de garder les enfants, de rendre service. Là, je redevenais indispensable. Mais dès que la discussion devenait sérieuse, stratégique, engageante, on me mettait à distance. Comme si ma valeur dépendait de mon utilité, pas de ma parole. Ces petites humiliations n'étaient jamais reconnues comme telles. Si je tentais de les nommer, on me répondait que j'étais trop sensible. On ne peut plus rien dire avec toi. Cette phrase m'a fait plus de mal que je ne l'aurais admis. Elle inversait tout. Ce n'était plus ce qui était dit qui posait problème, c'était ma réaction. Je me suis mise à douter, pas de ce que je voyais, mais de mon droit à le dire. Je reformulais intérieurement chaque phrase avant de parler. Je minimisais mes intuitions. Je me disais que je me trompais peut-être. Ce doute permanent m'épuisait plus sûrement que n'importe quel conflit ouvert. Un jour, je me suis surprise à m'excuser avant même de poser une question. Désolée si j'exagère, mais cette phrase est sortie de ma bouche comme une habitude ancienne. Et j'ai compris, trop tardivement, que l'on m'avait appris à me disqualifier moi-même. Ces humiliations n'ont pas détruit la famille d'un coup. Elles ont préparé le terrain. Elles ont rendu crédible l'idée que je pouvais être contournée sans conséquence. Elles ont installé un climat où ma parole n'était plus une référence, mais une gêne. Je ne le savais pas encore, mais chaque tu exagères approchait le moment où je n'aurais plus le choix. Soit continuer à douter de moi, soit accepter que ce que je vivais n'était pas l'exagération, mais un effacement organisé. Et ce jour alla, sans bruit. J'étais déjà en train de disparaître de ma propre histoire. La goutte d'eau n'a pas été une scène violente. Elle n'a pas eu besoin de cris ni de gestes excessifs. Elle a pris la forme la plus froide qui soit, celle d'un document. Un papier qui ne ment pas. Un papier qui ne doute pas. Un papier qui existe, même quand on essaie de nier ce qu'il implique. Je m'en souviens très précisément. C'était quelques jours après Noël. La maison était encore encombrée de cartons, de décorations rangées à la hâte. Je cherchais un dossier précis, un ancien document que j'avais toujours conservé moi à même. J'ouvrais les tiroirs avec cette certitude tranquille de savoir où sont ses affaires. Mais le tiroir était vide. À la place, j'ai trouvé une chemise neuve, trop neuve. À l'intérieur, des copies récentes. Mon nom apparaissait en haut des pages. Mon adresse aussi. Pourtant, en lisant, j'ai immédiatement compris que quelque chose n'allait pas. Les décisions évoquées ne correspondaient à aucune discussion que j'avais eue. Certaines phrases me concernaient directement, mais je n'en étais jamais l'auteur. Je me suis assise lentement. Mon cœur ne battait pas plus vite, il s'est au contraire calmé, comme si mon corps savait déjà que ce moment était attendu depuis longtemps. Il ne s'agissait pas d'un projet, il s'agissait d'un acte, daté, structuré, prêt à être utilisé et surtout présenté comme évident, comme si mon accord allait de soi, comme si mon silence passé avait valeur de signature anticipée. Quand je les ai appelés pour demander des explications, ils n'ont pas paniqué. Pas de déni brutal, pas de mensonge grossier. Ils ont fait mieux que ça. Ils ont minimisé. Tu te fais des idées, c'est une formalité. On a voulu simplifier les choses. Cette dernière phrase m'a glacée. Simplifier. Pour qui? Certainement pas pour moi. Simplifier signifiait ici agir sans me consulter, décider à ma place, puis m'expliquer que tout était fait pour mon bien. Ma belle fille parlait avec assurance. Elle maîtrisait le vocabulaire, le rythme, les intentions affichées. Elle savait présenter une décision comme une évidence raisonnable. Mon mari, lui, restait silencieux. Il ne contredisait rien. Il acquiesçait par son absence de réaction. C'est là que j'ai compris que je n'étais pas face à un malentendu, j'étais face à un système. Un système où l'on décide, où l'on signe, où l'on avance, en comptant sur le fait que je finirais par accepter. Je n'ai pas pleuré, je n'ai pas protesté. J'ai simplement posé la chemise sur la table. Ceci a été fait sans moi, et à jeudi, ils ont tenté de déplacer la discussion sur le terrain émotionnel. Tu te stresses pour rien, on ne va pas se disputer pour ça. Mais il y avait plus de terrain émotionnel possible. Ce qui se jouait n'était plus une question de ressenti, mais de droit. Dans ma chambre plus tard, j'ai relu chaque page. Calmement, j'ai compris alors que toutes les petites humiliations, tous les tu exagères, tous les silences organisés avaient préparé ce moment précis. On m'avait progressivement retiré la légitimité de parler, pour pouvoir agir sans moi. Ce jour-là, j'ai cessé de douter de moi. Pas parce que je me sentais forte, mais parce que les faits étaient là, noir sur blanc, et les faits n'exagèrent jamais. La goutte d'eau n'a pas déclenché de colère. Elle a provoqué une décision. Je savais désormais que continuer à me taire reviendrait à valider ce qui avait été fait, que l'acceptation silencieuse serait interprétée comme un consentement définitif, et que toute tentative de discussion serait utilisée pour me renvoyer à ma prétendue exagération. Ce jour-là, j'ai compris une chose essentielle.
Quand on vous dit que vous exagérez face à un document signé, ce n'est plus une opinion qu'on conteste, c'est votre existence juridique qu'on efface. À partir de cet instant, il n'était plus question de convaincre. Il était question d'agir, et pour la première fois depuis longtemps, je savais exactement comment j'allais répondre. Les nuits qui ont suivi cette découverte ont été silencieuses, mais pleines. Pas de ces silences qui écrasent, des silences qui ordonnent. Je dormais par fragments, et entre deux sommeils, mon esprit travaillait avec une précision nouvelle. Je ne cherchais plus à me rassurer, je cherchais à comprendre. Je repassais les scènes sans émotion excessive, presque comme on revoit un film en accéléré. Les phrases répétées, toujours les mêmes. Tu exagères, tu vois des problèmes partout. Elles prenaient désormais un sens clair. Elles n'étaient pas destinées à me calmer, mais à me faire douter, à déplacer le problème de l'acte vers ma réaction. Et ce déplacement, je l'avais accepté trop longtemps. Je me suis interrogée sur mon silence, non pour me blâmer, mais pour l'analyser. Il avait été utile à une époque. Il avait maintenu une paix fragile. Mais cette paix la reposait sur un déséquilibre que je n'avais pas voulu nommer. Je croyais protéger la famille. Je protégeais surtout le confort des autres. Une pensée s'est imposée, simple et dérangeante. Ils ont pu agir parce qu'ils savaient que je ne ferais rien. Pas parce que je ne pouvais pas, mais parce que je ne voulais pas déranger. Cette réalisation ne m'a pas humiliée, elle m'a rendu lucide. Je me suis souvenu de toutes ces fois où j'avais minimisé ce que je ressentais, où j'avais commencé une phrase par je me trompe peut-être, où j'avais présenté mes inquiétudes comme des suppositions. J'avais appris à parler en me disqualifiant moi-même. Et cette habitude avait ouvert la porte à tout le reste. À ce stade, je n'éprouvais ni colère ni désir de revanche. Je ressentais une tristesse calme, presque digne. La tristesse de comprendre qu'une relation peut se construire sur une incompréhension profonde, entretenue par l'habitude et le confort. Mais cette tristesse ne m'arrêtait pas. Elle me libérait d'une attente inutile. Je n'avais plus envie d'expliquer, plus envie de convaincre, plus envie de prouver que je n'exagérais pas, car ce que j'avais sous les yeux ne relevait plus du débat, c'était un fait. Et les faits n'ont pas besoin d'être crus, ils existent. J'ai commencé à écrire, pas pour me plaindre, pour structurer des dates, des décisions, des documents, qui avait dit quoi et quand. Ce travail m'a apaisé. Il me sortait du ressenti pour m'installer dans l'analyse. Chaque ligne écrite me rendait un peu plus solide. Je me suis aussi renseignée avec discrétion. Sans raconter mon histoire, je posais des questions précises, techniques. Dans ce cas, que prévoit le cadre? Qui doit être consulté? Les réponses étaient claires, presque rassurantes, et j'ai compris alors à quel point on m'avait parlé en termes flous pour mieux me neutraliser. Il y avait en moi deux voix. L'ancienne murmurait « Laisse tomber, tu es fatigué ». La nouvelle répondait sans colère « Si tu laisses tomber maintenant, tu valides ce qui a été fait ». Cette seconde voix ne criait pas. Elle constatait, et je l'ai écoutée. Je n'étais pas en train de devenir dure. Je devenais précise. Je cessais de me demander si j'avais le droit de réagir. Je me demandais comment agir correctement. Cette différence changeait tout. Je me suis promis une chose, ne plus jamais discuter sur le terrain de l'émotion avec ceux qui l'utilisaient pour me disqualifier. Je parlerai désormais là où les mots ont un poids mesurable. Là où tu exagères n'a aucune valeur. Ce moment d'introspection n'a pas été visible de l'extérieur. Rien n'a changé dans mon attitude. J'étais calme, polie, présente. Ils pouvaient croire que j'avais accepté. En réalité, j'avais changé de posture. Je ne cherchais plus l'accord. Je ne cherchais plus la reconnaissance. Je cherchais la cohérence. Et dans cette cohérence retrouvée, une décision s'est imposée sans bruit. Je n'allais plus répondre à leurs phrases. J'allais répondre à leurs actes, avec ce qu'ils respectaient réellement, le cadre, les règles, les preuves. Ils pensaient encore que je doutais de moi. Ils n'avaient pas compris que le doute avait changé de camp. À partir du moment où j'ai cessé de douter de moi, tout est devenu plus simple. Pas plus facile, plus simple. Les choses se mettaient à leur place comme si l'ordre revenait de lui, même dès lors que je cessais d'excuser ce qui ne l'était pas. Je n'avais plus besoin de parler. J'avais besoin d'organiser. Je n'ai rien dit, ni à mon mari, ni à ma belle-fille, ni à qui que ce soit. J'ai compris très vite que le moindre mot serait retourné contre moi. On me parlerait de fatigue, d'émotion, de susceptibilité. On tenterait de me ramener sur ce terrain mouvant où j'avais si longtemps perdu pied. Je n'y remettrai plus les pieds. J'ai commencé par rassembler, pas dans l'urgence, pas dans la peur, avec une rigueur presque apaisante. Les documents anciens et récents, les versions successives, les courriers, les mails, les décisions prises provisoirement mais jamais remises en question. J'ai tout comparé, noté, classé.
Dates, signature, absenceuse de signature, mentions ambiguous. Ce travail, loin de m'épuiser, me rendait plus calme chaque jour. Je découvrais à quel point l'approximation avait été utilisée comme un outil. Rien n'était grossier. Tout était suffisamment flou pour décourager une contestation. On m'avait parlé de complexité pour masquer une chose simple. Mon consentement n'avait jamais été demandé. Je me suis renseignée, discrètement, sans raconter mon histoire. Je posais des questions précises, techniques. Dans ce cas précis que prévoit le cadre, qui doit être consulté? Qu'est-ce qui rend un acte valable? Les réponses étaient claires. Elle ne jugeait pas, elle constatait. Et ce ton neutre me confirmait que je n'étais pas en train d'exagérer quoi que ce soit. J'ai pris rendez-vous sous un prétexte banal, une vérification, une mise à jour, rien qui puisse éveiller la méfiance. Face à un professionnel qui ne me connaissait pas, je n'étais ni une épouse ni une mère. J'étais une personne concernée par des actes précis. Cette neutralité a été un choc salutaire. Je n'ai pas tout montré d'un coup, j'ai observé les réactions, les silences, les phrases prudentes. Certains regards valaient toutes les confirmations. J'ai compris, alors que ce que j'avais vécu n'était pas un simple conflit familial, mais une situation qui appelait une réponse structurée. En parallèle, j'ai sécurisé ce qui pouvait encore l'être. Mes accès personnels, mes documents, mes décisions à venir, chaque geste était légal, réfléchi, mesuré. Je ne voulais rien précipiter. La précipitation est souvent une manière de se trahir soi-même. À la maison, je continuais à être calme, présente, discrète. Cette normalité apparente était ma meilleure protection. Il pensait que le temps ferait son œuvre, que la tension retomberait comme les autres fois. Il prenait mon silence pour une résignation. Il n'imaginait pas qu'il était devenu une stratégie. Il m'arrivait de ressentir une tristesse sourde. Préparer une action contre ceux avec qui on a partagé une vie n'a rien de glorieux, mais cette tristesse ne me faisait pas reculer. Elle me rappelait simplement que je restais humaine, et qu'agir n'était pas renoncer à la sensibilité, mais refuser l'effacement. Je me répétais souvent une phrase simple, me protéger n'est pas attaquer. Cette phrase m'a tenue droite. Elle m'a empêché de confondre justice et vengeance. Je ne cherchais pas à punir, je cherchais à remettre les choses à leur place. Peu à peu, tout s'est aligné. Les pièces trouvaient leur ordre. Les incohérences devenaient visibles. Ce qui avait été flou dans la sphère familiale devenait limpide dans un cadre précis. J'avais cessé d'être une présence qu'on contourne. J'étais redevenu un point fixe. Je savais que le moment viendrait où l'on me dirait encore que j'exagérais, où l'on tenterait de me faire douter une dernière fois. Cette fois-là, je n'aurais rien à expliquer. Je n'élèverai pas la voix, je ne supplierai pas, je ne demanderai pas qu'on reconnaisse mes sentiments. Je poserai simplement ce que j'avais préparé, dans le cadre, avec des preuves, et sans retour possible. Il pensait que je faisais trop de bruit dans ma tête. Il n'avait pas compris que, pendant qu'il parlait, moi, je construisais en silence. La confrontation n'a pas eu lieu dans une scène spectaculaire. Il n'y a pas eu de cris ni de portes claquées. Elle s'est déroulée dans un cadre neutre, presque banal, ce qui l'a rendue d'autant plus irréversible. Tout ce que j'avais préparé trouvait enfin sa place. Je me souviens du moment précis où leurs regards ont changé, pas tout de suite. D'abord, il y a eu cette confiance tranquille, celle de ceux qui pensent encore maîtriser la situation. Ils s'attendaient à une discussion, à une négociation, peut-être à une tentative de réconciliation maladroite. Ils n'étaient pas préparés à ce que je ne cherche plus à convaincre. J'ai posé les documents devant eux, un à un, sans commentaire inutile, sans reproche. Chaque page parlait pour moi. Je n'avais rien à ajouter. Mon mari a essayé de sourire, puis il s'est arrêté. Il cherchait une faille, une exagération possible. Il n'en trouvait pas. Ma belle-fille a pris la parole la première. Elle a utilisé le ton qu'elle connaissait bien. Calme, raisonnable. On peut en parler tranquillement. Elle voulait ramener la situation sur le terrain de la discussion. C'était trop tard. Ce terrain-là n'existait plus. Quand elle a compris que je ne répondrais pas à ses phrases, elle a changé de stratégie. Elle a parlé d'attention, de malentendu, de fatigue. Les mots glissaient sur les documents sans les atteindre. On ne négocie pas avec des dates et des signatures. Mon mari, lui, est resté silencieux longtemps. Ce silence n'était plus protecteur. Il était révélateur. Il ne pouvait plus se cacher derrière l'idée que j'exagérais. Le cadre ne le permettait plus. Ce qui avait été flou devenait précis, et cette précision le désarmait. Ils ont essayé de me faire parler. Dis quelque chose, je n'ai rien dit. Ce n'était pas du mépris, c'était un choix. J'avais déjà parlé là où il fallait. Tout ce qui aurait suivi aurait été interprété, déformé, minimisé. Le silence, cette fois, était juste.
Quand la réalité s'est imposée, il y a eu la colère. Une colère sèche, mal contenue. Puis le déni, ce n'est pas possible. Tu vas trop loin. Cette phrase est revenue presque par réflexe. Elle n'a produit aucun effet. Elle n'était plus qu'un bruit. Enfin, il y a eu les supplications, pas ouvertes, déguisées. Des tentatives de compromis, de délai, de promesses vagues. J'ai regardé ces gestes avec une distance nouvelle, ce n'étaient pas des élans sincères. C'étaient des réactions à la perte de contrôle. À ce moment-là, j'ai compris que le piège était refermé. Non pas parce que j'avais tendu une embuscade, mais parce que j'avais cessé de reculer. Tout ce qui s'était construit sur mon silence s'effondrait naturellement. Je n'ai pas ressenti de triomphe, juste une forme de soulagement calme. La fin d'un effort constant pour être entendu. La fin de la nécessité de prouver que je n'exagérais pas. Le juge, lui, ne doutait pas. Il regardait ce qui était. Et ce qui était ne laissait plus de place à l'interprétation. Quand la rencontre s'est terminée, il savait. Pas ce que je ressentais, pas ce que je pensais, mais ce qui était désormais acté, cette différence était essentielle. Je me suis levée sans hâte. Je n'ai pas cherché leur regard. Il n'y avait plus rien à négocier. Ce que j'avais à faire, je l'avais fait dans le cadre, avec méthode, sans bruit inutile. En sortant, j'ai senti quelque chose se détacher de moi. Un poids ancien, celui de l'attente, de l'espoir que les choses changeraient d'elles-mêmes. Elles avaient changé, mais pas comme ils l'avaient imaginé. Ils avaient cru que je finirais par céder. Ils n'avaient pas compris que je m'étais préparée à tenir. Et ce jour, Allah, sans élever la voix, j'avais cessé d'être celle qu'on pouvait contourner. Après la confrontation, il n'y a pas eu de silence apaisant. Il y a eu un bruit diffus, persistant comme une maison qui craque après un choc trop fort. Je n'étais plus au centre de ce bruit, j'en étais devenu le point d'origine, puis je m'en étais éloigné. Les premières réactions sont venues rapidement, des messages indirects, des appels qui ne visaient pas à comprendre, mais à tester. On cherchait à savoir jusqu'où tout cela allait aller. On espérait encore une marge de manœuvre, une faiblesse, un retour en arrière possible. Il n'y en avait pas. La famille, jusqu'à là soudée en apparence, a commencé à se diviser, pas par principe, mais par instinct de survie. Chacun cherchait à se protéger. Les versions se multipliaient. Les responsabilités se déplaçaient. Ce qui avait été décidé ensemble devenait soudain l'initiative de l'un ou de l'autre. Ma belle-fille a été la première à se justifier publiquement. Elle expliquait, rationalisait, contextualisait. Elle se présentait comme celle qui avait voulu bien faire, qui avait pris les choses en main face à mon prétendu désengagement. Ce discours trouvait parfois une oreille compatissante. Ceux qui ne voulaient pas voir accepter volontiers une version qui les rassurait. Mon mari, lui, s'est refermé. Son silence n'était plus confortable. Il n'était plus stratégique. Il devenait pesant. Là où il n'avait jamais eu à répondre, on lui demandait désormais des comptes. Et il découvrait ce que cela fait d'être regardé autrement. Certains proches ont tenté de me joindre, pas pour s'excuser, pour comprendre ce qui avait changé. Je répondais peu, je ne cherchais pas à convaincre. Ceux qui voulaient réellement savoir finissaient par comprendre seuls. Les autres se lassaient vite de ne pas obtenir la réaction attendue. Il y a eu des ruptures franches, des phrases définitives. Tu as détruit la famille. J'ai accueilli ces mots sans me défendre. Détruire suppose une intention. Je n'avais fait que retirer un appui fragile. Ce qui s'est effondré n'était pas solide. J'ai observé à distance des alliances se recomposer. Ceux qui avaient soutenu discrètement se taisaient désormais pour éviter les conflits. Ceux qui avaient profité se sentaient menacés. La loyauté révélait son vrai visage, conditionnel. Ce détachement n'était pas une indifférence, c'était une nécessité. J'avais passé trop d'années à absorber des tensions qui ne m'appartenaient pas. Cette fois, je refusais de redevenir le point d'équilibre dans ce contrat, un système injuste. Il y a eu aussi des moments de doute, pas sur ce que j'avais fait, mais sur ce que cela impliquait. Accepter de perdre des liens, même abîmés, demande du courage. Il ne s'agit pas de force mais de constance. Tenir sans s'endurcir. Observer sans intervenir, je me suis rappelé une chose essentielle. Si une vérité provoque une rupture, c'est que la relation reposait sur un mensonge. Ce constat m'a aidé à ne pas céder à la culpabilité qu'on tentait encore de m'imposer. Peu à peu, le chaos s'est organisé sans moi. Les reproches circulaient, les silences se répondaient, et moi je restais là où je m'étais placé, en dehors du cercle, pas exclu. Sorti, je n'avais plus besoin de justifier mes décisions, le juge avait parlé. Les faits avaient été établis, ce qui se jouait désormais relevait de leur capacité à accepter la réalité. Ce n'était plus mon combat, ce que je perdais en apparence,
Je le gagnais autrement, en légèreté, en clarté, en espace intérieur. J'apprenais à ne plus intervenir là où ma présence n'était qu'une variable de ajustement. La famille continuait de se déchirer. Je regardais cela avec une tristesse calme, mais sans regret. Il n'y a pas de réparation possible quand la responsabilité n'est pas assumée. Et pour la première fois, je n'étais plus celle qui colmatait les fissures. J'étais celle qui avait cessé de servir de mur porteur. Ce choix-là avait un prix. Mais il m'avait rendu quelque chose de précieux, le droit de ne plus porter ce qui ne m'appartenait pas. Je ne suis pas partie pour fuir, je suis partie pour respirer. La nuance est essentielle. Fuir, c'est emporter la peur avec soi. Partir, c'est décider de ne plus vivre sous le même poids. Quand j'ai fermé la porte derrière moi, je n'ai pas ressenti de victoire, j'ai ressenti une évidence. Le lieu que j'ai choisi n'avait rien de spectaculaire. Une petite maison claire, silencieuse, avec une lumière qui entrait sans demander la permission. Rien à prouver ici, rien à défendre, juste un espace à habiter. Pour la première fois depuis longtemps, je n'étais pas définie par ce que j'apportais aux autres. Les premiers jours, je me suis surprise à attendre. Un appel, un message, une tentative de justification. Puis j'ai compris que cette attente était un réflexe ancien, pas un besoin réel. Je l'ai laissée passer comme on laisse passer une vague. Elle revenait parfois moins forte, jusqu'à s'éteindre d'elle-même. J'ai redécouvert les gestes simples. Boire un café sans regarder l'heure, marcher sans destination. Lire quelques pages sans me demander si quelqu'un aurait besoin de moi. Cette liberté n'était pas bruyante, elle était profonde. Elle me rendait à moi, à même sans me transformer en quelqu'un d'autre. Il y a eu des rencontres, des visages inconnus sans passé commun, sans attente cachée. Avec eux, je n'avais rien à expliquer. Je n'étais ni la mère, ni l'épouse, ni la figure qu'on interprète. J'étais une femme qui vivait ici maintenant. Et cette simplicité me réparait davantage que je ne l'aurais cru. Je pensais souvent à ce mot « pardon », pas comme une obligation morale, comme une question intime. Pardonner n'efface pas ce qui a été fait, pardonner ne réécrit pas l'histoire. Mais pardonner peut libérer celui qui n'a plus rien à prouver. J'ai compris que le pardon n'était pas un cadeau que je devais, c'était une option que je pouvais choisir ou non. Je n'ai pas pardonné tout de suite et je ne me suis pas jugée pour cela. Certaines blessures demandent du temps, pas des discours. J'ai accepté de laisser la porte entrouverte sans forcer le passage. La sérénité n'exige pas d'avoir réglé toutes les questions. Elle exige de ne plus s'y perdre. Parfois des souvenirs revenaient, une phrase, un regard, une scène précise. Je ne les chassais plus, je les regardais passer comme on regarde des images anciennes. Elles n'avaient plus le pouvoir de m'arrêter, elles confirmaient simplement le chemin parcouru. J'ai aussi appris à dire non, sans justification, sans colère, non aux sollicitations floues, non aux urgences qui n'en sont pas, non aux tentatives de me ramener dans un rôle qui n'était plus le mien. Ce non-là n'était pas une fermeture, c'était une frontière saine. Je me suis surprise à sourire plus souvent, pas d'un sourire social, poli, attendu, un sourire intérieur, celui qui naît quand on n'a plus besoin de se défendre. Quand on ne redoute plus le prochain, tu exagères. Ici, personne ne minimisait mes mots. Personne ne parlait à ma place. Je ne me suis pas isolée, je me suis recentrée. C'est différent. L'isolement coupe. Le recentrage aligne. Je choisissais mes liens. Leur qualité comptait plus que leur ancienneté. Et cette sélection naturelle me faisait du bien. Je savais que le passé continuerait d'exister, qu'il y aurait peut-être un jour une demande, un retour, une tentative de rapprochement. Je n'en faisais plus un objectif. J'avais compris que la paix ne dépend pas de la réparation par l'autre, mais de la cohérence avec soi-même. Ce nouveau départ n'était pas un reniement, c'était une continuité transformée. Je portais encore mon histoire, mais elle ne me portait plus. Elle ne dictait plus mes gestes. Je vivais désormais avec une certitude simple. On peut aimer sans se sacrifier, on peut se souvenir sans s'y enfermer, on peut être en paix sans faire semblant. Et dans cette vie nouvelle, sans bruit et sans revanche, je retrouvais enfin ce que l'on m'avait appris à mettre de côté. Ma propre place. Il y a un moment dans toute histoire où l'on cesse d'attendre une reconnaissance extérieure. Ce moment-là n'est ni brutal ni spectaculaire. Il arrive doucement comme une évidence qui ne demande plus à être expliquée. Pour moi, il est venu après tout le reste, quand il n'y avait plus rien à prouver, plus rien à réparer. Je regarde aujourd'hui le chemin parcouru sans ressentiment. Pas parce que tout a été juste, mais parce que tout est désormais clair. J'ai longtemps cru que la vérité devait être défendue, argumentée, répétée. J'ai appris trop tard peut-être qu'elle n'a besoin que d'un cadre pour s'imposer. Et ce cadre-là ne dépend pas des émotions.
On m'a souvent dit que je voyais trop grand, trop sombre, trop compliqué. Tu exagères, était devenue une formule commode, presque affectueuse pour neutraliser ce qui dérangeait. J'ai fini par comprendre que ce mot n'était pas une opinion, c'était une stratégie. Et aucune stratégie ne tient face à des faits établis. Le jugement n'a pas été une revanche, il a été une confirmation. À confirmation que ce que j'avais ressenti n'était pas une faiblesse, mais une alerte. Que ce que l'on avait tenté de réduire à une inquiétude excessive relevait en réalité un déséquilibre profond. Cette validation n'a pas effacé les blessures, mais elle les a replacées à leur juste endroit. Je n'ai pas gagné contre quelqu'un. J'ai gagné contre l'idée que je devais me taire pour maintenir un semblant d'harmonie. Cette harmonie a là été construite sur mon effacement. La perdre n'a pas été une défaite. Cela a été une libération. Aujourd'hui, je ne cherche plus à être comprise par ceux qui m'ont nié. Je ne cherche plus à expliquer ce que j'ai fait, ni pourquoi je l'ai fait. Ceux qui veulent comprendre le peuvent. Les autres n'ont plus de prise sur moi. Cette distance n'est pas une punition, c'est une protection. Je pense souvent à toutes ces femmes qui doutent encore d'elles-mêmes, parce qu'on leur a appris à confondre calme et soumission, à celles à qui l'on répète que parler, c'est dramatiser, à celles qui portent le poids de décisions prises sans elles, puis s'excusent presque de le ressentir. À elles, j'aimerais dire ceci, votre lucidité n'est pas une exagération nécessaire de devenir dur pour devenir juste. Il suffit parfois d'arrêter de s'adapter à ce qui vous abîme, de déplacer la discussion là où elle ne peut plus être déformée, de cesser d'argumenter avec ceux qui n'écoutent que lorsqu'ils y sont contraints. Je n'ai pas perdu ma capacité d'aimer, je l'ai redirigée, vers moi d'abord, puis vers ceux qui savent que le respect ne se négocie pas. Ce recentrage n'a rien d'égoïste. Il est vital. On ne construit rien de durable sur le renoncement permanent à soi, à même. Il reste des silences dans ma vie, mais ils ne sont plus subis, ils sont choisis. Ils me protègent, ils me permettent de rester droite sans m'endurcir. Ces silences-là ne sont pas des absences, ce sont des positions. Si je devais retenir une seule chose de tout cela, ce serait celle-ci. On peut passer des années à être nié par ceux qui vous connaissent et être reconnu en un instant par une instance qui n'y vous doit rien. Ce contraste n'est pas humiliant. Il est révélateur. Je n'ai plus besoin de hausser la voix. Je n'ai plus besoin de me justifier. Je sais désormais que ce que je ressens a une valeur, même quand on tente de la minimiser. Et que lorsque les mots sont insuffisants, il existe d'autres langages plus stables, plus solides. Ce chemin n'a pas fait de moi une autre personne, il m'a rendu à celle que j'étais avant de douter. Et cette version de moi, c'est désormais une chose essentielle. Le silence peut aussi être une forme de justice.